Eh bien, écoute, nous y voilà. On part sur un épisode qui va être un bon épisode de Geekos. Alors, tu me disais que tu n'avais pas trop l'habitude de l'exercice, Paul, mais moi, tu sais, s'il y a quelqu'un qui doit être stressé entre toi et moi, ici, c'est pas toi, c'est moi, parce que je vais à peu près euh, rien comprendre à ce que tu vas me dire. Alors, c'est assez drôle. On avait une discussion, je dînais avec un de mes potes hier qui est en train d'investir chez Alice et Bob, qui est une boîte que tu connais bien, puisque tu y as passé quelques temps, si j'ai bien compris. Ouais. Et toi, tu t'es lancé, il me disait à quel point cette boîte était extraordinaire. J'ai reçu l'un des fondateurs d'Alice et Bob sur Génération It Yourself il y a quelques années, j'avais adoré. D'accord. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, tu ressors, tu dis c'est bon, je crois que j'ai compris plus ou moins les concepts. Puis 2 mois, 3 mois après, t'as tout oublié, c'est assez intense. Donc toi, on parle quand même d'infrastructures, hein, toujours, enfin de câbles, d'outils qui sont autour de l'informatique quantique. Ouais, alors, nous, ce qu'on fait chez Isentronic, c'est vraiment le câblage, donc la tuyauterie entre le processeur quantique d'un ordinateur quantique supraconducteur, qui est en gros une puce qu'on met dans un réfrigérateur à très très basse température. Et il faut connecter chacun des éléments de cette puce à de l'électronique de contrôle, donc qui sont dans des bed serveurs. Il faut imaginer des instruments dans des serveurs, et qui, eux, sont à température ambiante, quoi, dans une salle à 20 degrés. Donc si je vais chez Casto, je vais pas trouver le bon câble. Non, exactement. Pourquoi ? Alors, est-ce qu'on rentre dans la technique Ouais, vas-y. En gros, Je te ces demanderai câblages, c'est d'où un c'est peu. venu, quoi, ouais. En gros, ces câblages, pendant longtemps, ça a été simplement considéré comme une interface entre le processeur et son électronique de contrôle. Hmm. En réalité, c'est vraiment un système clé, c'est-à-dire que c'est vraiment, on peut voir ça comme le système nerveux d'un ordinateur quantique, où on va avoir le cerveau, c'est ces serveurs, enfin l'électronique de contrôle qui génère des impulsions qui permettent de faire les opérations quantiques, et puis on va avoir le corps, ou les muscles, c'est le processeur quantique, c'est lui qui se meut en quelque sorte dans l'espace quantique, qui fait les opérations, et il reçoit vraiment les commandes du cerveau. Et en fait, il faut un système nerveux pour le guider. Ça, c'est le câblage. Et pour l'instant, la manière dont on fait le système nerveux, c'est tout pourri. C'est-à-dire qu'on utilise, on utilise vraiment les premiers câbles un peu qu'on a trouvés dans les télécoms. Ça fait l'affaire pour faire des démonstrateurs, mais en fait, si on veut faire des ordinateurs quantiques large échelle, c'est cet élément-là qui prend le plus de place et qui est le plus contraignant en termes d'infrastructure. Et donc, c'est ça qu'on veut régler. Nous, ce qu'on veut faire, finalement, c'est de passer d'une tuyauterie grossière à un vrai système nerveux intégré et qui permet de faire des ordinateurs quantiques à l'échelle. Ouais, donc c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que finalement, je te parlais juste avant d'Encoding, voilà, en fait, tu as des tas qui est une autre société dans laquelle OVNI a investi. Finalement, tu dis depuis des décennies, voire peut-être pas plus, pas des siècles non plus, mais on utilise du cuivre pour aller dialoguer entre deux éléments d'une carte électronique. Vous, en fait, c'est un peu ça. Si je dois faire l'histoire du câble, à ma sauce, pardon, hein, d'un profane, mais t'as les câbles avec, je sais pas ce que c'est, de l'acier, du métal, enfin voilà, dedans, ou du cuivre. De temps en temps, ils sont torsadés, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, il y en a énormément, ils passent sous l'océan, etc. À l'autre extrémité, t'as finalement de la fibre optique. Mais au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose, c'est ça. Et toi, tu es sur un peu la nouvelle génération de câbles ? Alors, ça reste du câble, hein, donc Ouais. ça reste des fils métalliques, Ok. et qui conduisent donc des ondes électromagnétiques, et c'est ces ondes électromagnétiques qui opèrent les qubits, qui font des opérations sur des qubits. Et donc, on a des fils métalliques qui sont là pour les guider. Les problématiques qu'on a, c'est que ces fils métalliques, ils doivent tout d'abord préserver l'intégrité du signal. Donc, pour pouvoir faire la bonne opération quantique, il faut être extrêmement précis. Et donc, il faut des impulsions qui soient parfaitement taillées, qui aient la bonne forme, la bonne fréquence, pile pour le qubit. Et pour ça, il faut que le guide d'onde, donc ce fil métallique qui les guide, préserve en fait l'intégrité du signal. Ça, c'est un. Le deuxième, c'est qu'il en faut beaucoup, et il ne faut pas qu'ils se parlent entre eux. C'est-à-dire que ce qui est envoyé à un qubit, ça ne doit pas être envoyé à celui d'à côté. Sinon, on est en train de faire une opération qu'on ne voulait pas sur le qubit d'à côté. Donc il faut réussir à en mettre beaucoup côte à côte, mais qui ne se parlent pas. Donc qu'ils soient bien écrantés les uns des autres. Ça, c'est 2. Et ça, c'est quelque chose qu'on emprunte finalement à toute l'industrie des communications, de la défense. Enfin, c'est vraiment l'industrie des radiofréquences, c'est très bien faire ça. Après,
le troisième problème, et qui est plus gros, c'est que ces câbles doivent connecter en fait des instruments qui sont à température ambiante. En général, on va parler en degrés Kelvin. C'est l'échelle de température des physiciens. C'est comme le degré de Celsius, sauf que le zéro, c'est le zéro absolu. Ok. Et la température ambiante, en général, c'est 300 Kelvin à peu près. C'est un nombre rond. Donc là, ici, il fait 300 Kelvin. Ok. On est bien. Les qubits, eux, ils vont être à 10 millidegrés Kelvin. Donc 10 millidegrés au-dessus du zéro absolu. Donc on a vraiment 300 degrés d'écart. Ok. Et en fait, on est même on est à peu près 30 000 fois plus chaud que les qubits. Et donc ces câbles-là, ils vont avoir une descente en température à mesure qu'ils plongent dans le cryostat pour aller vers les qubits de 300 Kelvin. Et ça, c'est un énorme challenge parce que c'est ça qui... Pardon, je voudrais poser cette descente en température, elle se fait sur... parce que c'est la question que tu te poses, a priori pas sur 10 000 mètres, ou pas sur, mais elle se fait sur 30 cm, sur à peu près 1 mètre. Donc on a un câble de 1 mètre, en haut il est à 300 degrés Kelvin, en dessous il est à 10 millidegrés Kelvin. Donc un extrême à peu près similaire serait de dire on commence à 300 Kelvin et on finit 1 mètre plus tard à quelque chose qui est 30 000 fois plus chaud. Et sachant que... j'imagine que normalement, si je mets un conducteur un peu métallique, si en bas il est très chaud ou très froid, ça conduit très fort. Donc normalement, toi, tu dois essayer de le garder aux deux températures ou... Voilà, donc il y a ce qu'on appelle un gradient de température. C'est-à-dire que la température, vraiment, elle va passer le long du câble de 300 degrés Kelvin à 10 millikelvin. Et quand il y a ça, il y a de la chaleur qui va de l'endroit le plus chaud vers l'endroit le plus froid. Et plus on utilise quelque chose de conducteur, plus il y a de chaleur qui passe. Donc on n'a pas envie d'utiliser quelque chose de conducteur, parce que sinon ça veut dire qu'il y a beaucoup de chaleur qui arrive à l'endroit froid du cryostat. Ce que je voudrais juste essayer d'exprimer un truc comme ça, tu m'expliques si j'ai bien compris à ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être profanes comme moi. Mettons qu'on prend l'inverse et que je commence à 0 degrés Celsius, pas moins 300 degrés. Je commence à 0 degrés Celsius en bas et je vais à 300 degrés en haut, ou l'inverse, j'ai 300. Bon, normalement, le câble sur 1 mètre, si je touche le haut du câble qui est censé être à 0, et ben, je vais me brûler parce que en fait, les 300 degrés vont me brûler le doigt parce qu'ils auront conduit jusqu'en haut. Donc, je vais me cramer le doigt. Exactement. Donc, tu as une différence de telle, et toi, tu dois faire en sorte. Ça, c'est pareil pour le cryostat. C'est-à-dire que si jamais on fait pas attention, ça va cramer en gros le cryostat et il va pas être à 10 millidegrés Kelvin, il va être beaucoup trop chaud. Donc, il y a toute une ingénierie à faire là-dessus. Pour refroidir le câble ou pour que... Et en fait, voilà, c'est ça le point clé, c'est que donc, ce cryostat, il sert à refroidir les qubits. C'est les qubits qui doivent être froids. Mais les qubits, ils ne dissipent pas de chaleur. Et c'est une petite puce de silicium qui doit faire 3 cm². Donc, une fois qu'il est refroidi, on a une espèce d'énorme machine. Donc, il faut s'imaginer une machine qui coûte pas loin de 1 million d'euros et qui demande des infrastructures assez lourdes. Ça fait plusieurs mètres carrés, c'est un cylindre gros comme ça. Tout ça pour refroidir une toute petite puce de quelques grammes. Et en fait, une fois qu'elle est froide, cette puce, elle dissipe pas de chaleur. Le cryostat, on pourrait l'éteindre, elle resterait froide. Mais en fait, la raison pour laquelle on ne peut pas l'éteindre, c'est qu'il y a ces câbles-là qui apportent continuellement de la chaleur, justement à cause de ce phénomène de conduction, parce qu'ils sont chauds en bas et donc ils viennent brûler l'étage froid du cryostat. Donc ça, c'est une des façons dans lesquelles les câbles apportent de la chaleur. Il y en a une autre qu'on connaît aussi, c'est la dissipation. C'est-à-dire que si jamais on prend un câble d'alimentation et qu'on fait passer de la puissance dedans, bah, il va chauffer. Et on a exactement la même chose dans ces câbles-là. Donc ça apporte de la chaleur, et c'est ça qui dimensionne en fait la puissance cryogénique dont on a besoin. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment cet apport de chaleur du câblage qui fait qu'on a besoin d'acheter des cryostats monstrueux, rien que pour des démonstrateurs. Ok. Et alors ça veut dire que vous avez créé, Isentronic il y a combien de temps ? Isentronic, on a créé ça en mai. En mai 2025. De l'année, de cette année, mai 2025. Donc on enregistre, nous, en octobre. Et vous avez créé combien de câbles jusqu'à maintenant ? Alors, on n'a créé aucun câble. D'accord. Parce qu'on a un modèle qui est fabless. On ne fabrique pas nos composants. Ok. On fait des partenariats avec des fabricants. Ok. Donc on traite ce câblage comme un système. C'est un système avec plein de composants. Et donc on fait des partenariats avec les différents fournisseurs de composants. Et nous, ce qu'on va apporter, c'est de l'ingénierie système quantique.
pour savoir quelles sont les métriques clés de ces composants pour que ça marche comme système quantique, et surtout de la métrologie quantique, c'est-à-dire être capable de mesurer ses performances, ce que personne ne sait faire sans outils quantiques, afin de développer le plus vite possible un câblage qui résolve ce problème de chaleur et qui soit compatible quantique. Et ce câblage, donc, pardon, ce que j'ai peut-être pas compris, c'est il va être lui-même refroidi, tenu. Comment ça se passe en fait pour Bah alors, ce à quoi ça ressemble, on a donc cette espèce de réfrigérateur. Ouais. C'est un réfrigérateur à plusieurs étages. Il y a beaucoup de photos de ce type qui traînent sur Internet. Souvent, quand on tape ordinateur quantique, Ouais. ce qu'on va voir, c'est ces espèces d'images où on voit des assiettes dorées avec, les Américains appellent ça un chandelier ou un lustre. C'est-à-dire qu'on va Ouais. voir des câbles qui descendent le long de ces assiettes dorées. Ouais, je l'ai là, ok, Voilà, ouais. exactement. Donc on a des images de Google, IBM, etc. En fait, donc là, le cryostat est ouvert et ce qu'on a, c'est des assiettes qui sont des assiettes quand on est en opération à des températures de plus en plus basses. Et celle qui est tout en bas, elle est à 10 millidegrés Kelvin. Et les câbles, on les voit, ils sont fixés à chacune des assiettes de température et ils descendent le long du cryostat jusqu'à la température la plus basse. Nous, on va faire pareil. Hein. C'est juste qu'on va changer la manière dont ils sont fabriqués et l'architecture qu'il y a au sein de ces câblages, de sorte que dans un même cryostat, au lieu de pouvoir mettre un câblage qui permet de contrôler jusqu'à peut-être quelques centaines ou 1000 qubits, nous, on va installer un nouveau câblage qui permettra de contrôler jusqu'à 100 000 qubits dans le même infrastructure. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que cette infrastructure cryogénique, on va diminuer son besoin d'un facteur 100 à 1000. Et pourquoi c'est crucial ? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui empêche de passer de démonstrateurs quantiques à des machines quantiques qui résolvent les problèmes de demain. Ok. Là-dessus, on a une évolution du démonstrateur quantique vers cet ordinateur ou du timing, du combien de temps il nous faut ? Alors, la question de timing, c'est toujours la question touchy. Ouais. On a envie de dire toujours les 5 à 10 prochaines années. Mais il y a toujours plusieurs freins qu'il faut débloquer. Et en général, ils ne se débloquent pas simultanément. Donc, c'est ce qui fait que ça prend du temps. Il faut savoir, sur le calcul quantique, avant de passer à l'échelle, il faut démontrer quelque chose d'essentiel. C'est qu'on puisse corriger les erreurs des ordinateurs quantiques. La raison pour laquelle, aujourd'hui, on sait faire des ordinateurs quantiques, mais c'est que des démonstrateurs, c'est qu'ils font trop d'erreurs. En gros, ils font une erreur toutes les 100 à 10 000 opérations en fonction de la qualité des qubits. Et pour faire quelque chose d'utile, il faut plutôt faire une erreur toutes les 10 milliards d'opérations. Oui. Donc on est à des ordres et des ordres de grandeur de différence. Et heureusement, il y a quelque chose qui existe qui s'appelle la correction d'erreurs quantiques. C'est comment, en fait, on va encoder l'information quantique de telle sorte qu'on puisse corriger les erreurs en live. Ça existe dans le traitement de signal en classique, c'est la transposition en quantique. Ok. Et si on fait ça, on peut se retrouver avec des qubits qui ont des taux d'erreur beaucoup, beaucoup plus bas. Mais ça a un coût, c'est que pour avoir un qubit sans erreur, il en faut à peu près 1000 avec erreur. Il faut de la redondance. En fait, on met plein de qubits qui sont dans le même état et on regarde lesquels se trompent. C'est ça la correction d'erreur. Et pendant 30 ans, ça fait 30 ans que c'est théorisé, voire même un peu plus. C'est en 95 qu'on a théorisé ça, donc 40 ans. Et ça a réussi ça a été démontré uniquement l'année dernière, pour la première fois, par Google, avec sa puce Willow. C'est ça qui avait fait énormément de bruit. Ouais. Ils ont publié l'année dernière, ils ont fait leur press release en début de cette année, 2025. Et donc là, c'est la première fois qu'on avait une preuve concrète, expérimentale, que la correction d'erreur, ça marche, et qu'on pourra atteindre un taux d'erreur suffisamment faible, donc une erreur toutes les 10 milliards d'opérations, pour pouvoir faire du calcul quantique qui est utile. Et donc, là, ça, c'est les progrès phénoménaux qui ont été faits en fait, sur les démonstrateurs ces 10 dernières années. On est arrivé à ce point-là, et ça, c'est un point de bascule, parce que ce que ça veut dire, c'est que l'ordinateur quantique, ça marche. Il n'y a plus qu'à scale, il n'y a plus qu'à passer de quelques centaines de qubits à quelques millions. Et bien sûr, Yaka Faucon arrive le problème de l'infrastructure cryogénique, et nous, c'est ça qu'on veut résoudre pour qu'on puisse arriver à des ordinateurs quantiques qui font pas d'erreur et qui soient utiles. Paul Magnard, écoute, j'ai besoin de comprendre un truc dans tout ça.
c'est quand donc tu as quitté finalement Alice et Bob pour créer, j'y arrive pas, hein, Isentronic. Isentronic. J'ai envie de faire un S, mais Isentronic. Euh, Déjà, t'as quitté en bon terme, Alice et Bob? Ouais. Ouais, en très bon terme. Quand tu quittes Alice et Bob, en tête, t'as quoi? Tu dis, je vais trouver une manière de faire ces câbles. Pardon, je réduis à ça, mais c'est à peu près ça. Hein. C'est exactement Ouais. ça, ouais. Ou j'ai une manière de faire ces câbles, mais il me faut de l'argent. Et voilà. Est-ce que t'es dans un truc prospectif ou t'as quand même. Un peu des deux. Ok. C'est-à-dire que... C'est jamais simple dans le quantique. Donc, un peu des deux. C'est-à-dire que... moi, j'avais mon dernier rôle chez Alice et Bob, c'était en quelque sorte responsable, genre... comment est-ce qu'on appellera ça? Technologie architecte. ok. Architecte de la technologie. En gros, j'étais responsable d'essayer de développer la feuille de route technologique d'Alice et Bob pour les prochaines années, en ayant une vue à 360 degrés sur tous les départements techniques. L'idée, c'était de faire une feuille de route qui soit crédible pour chacun des départements. En fait, ce que ça demandait, c'était de faire de l'ingénierie système et de voir nos milestones pas comme des expériences, mais vraiment comme des machines à construire et comprendre quelles étaient les exigences de la part de chacun des départements pour réussir à construire sa machine. Donc j'ai eu un travail de projection fortement en avant, et c'est notamment là que je me suis penché sur la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour faire des machines avec des milliers, des dizaines de milliers, puis plus tard des millions de qubits. Et donc en faisant cet effort d'ingénierie système, c'est là que j'ai vu que le gros problème c'était le câblage. Et comme tout chercheur un peu obstiné, j'avais voulu trouver des solutions. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une mine d'or d'optimisation à faire. Mais vraiment une mine d'or. En fait, c'est un problème que personne n'avait vraiment regardé, parce que tout le monde était concentré sur la correction d'erreurs, plutôt que d'augmenter très fortement le nombre de qubits. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Et donc, quand on s'y penche, on trouve énormément de choses à faire. Et ce que je voyais, c'était que ça pourrait probablement servir à Alice et Bob, mais aussi tous ceux qui font de l'ordinateur quantique sur cette plateforme. Donc, aux États-Unis, ce sera IBM, Google, AWS, d'autres startups comme Rigetti, en Europe, IQM, enfin tout un tas en fait, tout un écosystème. Tu dis qu'ils font des ordinateurs quantiques sur cette plateforme parce qu'il y a d'autres plateformes? Ouais. Ok. On peut rentrer dedans, mais... Non, mais et qui n'auront pas besoin de tes câbles, a priori. Exactement. Ils fonctionnent totalement différemment. Ils fonctionnent différemment. Ok. J'essaie, non, juste parce que justement, je pensais moi au marché adressable, donc c'était un peu ma question, tu y réponds en même temps. Je me dis, attends, parce que quand tu viens de chez Alice et Bob, bon, tes câbles c'est sympa, mais si t'as qu'un seul client, en effet, tu peux le revendre plus tard, mais bon, finalement, autant le faire en interne quelque part. Donc non, là, Non, là, il y avait vraiment toute une base client. Il faut savoir que il y a plusieurs manières de faire du calcul quantique, si tu veux, on en parlera après. Mais cette plateforme-là, qu'on appelle les circuits supraconducteurs, c'est pour l'instant la plateforme la plus avancée. C'est vraiment le contender, en gros, sur toutes les plateformes. Et c'est la seule sur laquelle, justement, on sait corriger les erreurs. Ok. Le risque serait, par exemple, que finalement, cette plateforme ne gagne pas. Quoi. Si elle ne gagne pas, il y a un pari très clair. Ouais. C'est que nous, on mise sur les circuits supraconducteurs. Je le tournerai un petit peu dans l'autre sens en disant, les circuits supraconducteurs, aujourd'hui, ils ont tout pour gagner. Et ils ont réussi à démontrer que c'est la seule plateforme qui permet de corriger les erreurs et sur laquelle il n'y a plus qu'à passer à l'aisselle. Tous les autres, ils ont des devoirs à faire avant. Ils doivent réussir à corriger les erreurs. Et ils ont plein de problèmes avant d'y arriver. Pour les circuits supraconducteurs, c'est fait. Il n'y a plus qu'à passer à l'échelle et il n'y a plus qu'un rempart, en quelque sorte. C'est ce coût absolument phénoménal de l'infrastructure cryogénique. Donc si on démolit ce rempart, il n'y a plus rien qui empêche de faire en premier des ordinateurs quantiques qui résolvent les problèmes de demain. Donc j'ai envie de dire, c'est pas Isentronic ne gagne pas si les circuits supraconducteurs gagnent, mais c'est plutôt la relation inverse. Les circuits supraconducteurs vont mécaniquement gagner si on réussit à résoudre notre challenge. Paul, tu m'as convaincu, c'est bon, on va investir. Ah non, c'est déjà fait, c'est ça, avec OVNI, je crois. Non, ce qui me préoccupe, parce que j'ai pas travaillé sur ce dossier en particulier, c'est, ouais, tu m'as convaincu, mais j'y connais rien. Et comment tu peux convaincre des investisseurs, dont OVNI, Hitcore, Soutien France 2030, enfin un certain nombre sur un truc que personne ne comprend, parce que c'est un peu le cas quand même. Alors, en fait, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas mal. Ok. Alors évidemment, je pense que personne ne comprend jamais aussi bien les problématiques
technique d'un domaine que le fondateur qui vient de monter sa boîte dessus. Mais moi, ce qui m'a impressionné quand on a discuté avec tout un tas d'investisseurs, c'est à quel point, en fait, les investisseurs connaissent bien les problématiques, en tout cas les problématiques high-level, les problématiques high-level techniques, marché et industrielles. Donc oui, il y a des gens qui n'ont pas travaillé sur cette thèse, et je pense que dans ce cas-là, ils n'investissent pas. Parce que ça fait trop peur, en fait, d'investir sur un truc très technique sur lequel il n'y a pas encore de marché et qu'on n'est pas capable de juger. Mais en fait, il y a aussi tout un tas d'investisseurs qui, eux, ont travaillé sur le sujet et sont capables de se faire une opinion. Et donc, eux, ils sont à l'écoute active. Aujourd'hui, Isentronic, oh la vache, ça y est. Isentronic, c'est un labo? Non, c'est une entreprise. C'est une entreprise. Non, mais je veux dire, est-ce que vous avez... Tu me dis que vous faites pas vos câbles vous-même, mais vous avez quand même un endroit où vous en faites des prototypes ou des choses comme ça, ou même pas du tout? Alors, on vient de clôturer une levée de fonds. Une particularité dans la deep tech, c'est qu'on sort pas d'une université. Donc, on n'a pas l'accès très simple au labo d'où on vient. Ok. Donc, il faut qu'on le construise. Ok. On va voir ce que l'avenir nous dira, mais je pense qu'on est en train de construire justement nos laboratoires qui permettent de faire des tests et de développer ces composants en un temps record. C'est-à-dire qu'en janvier, là, on devrait avoir un laboratoire opérationnel et qui permet de faire des mesures quantiques sur les différents composants de notre produit. Il vaut combien ce labo? Là, on a dépensé plus d'1 million déjà en achat. Une fois que tu as ce labo, après, donc, tu le fais faire par d'autres, si je comprends bien, ton câblage. Ouais, donc nous, on a des partenaires. En fait, comme pour tout, quoi qu'il arrive, il y a un moment où on va avoir des fournisseurs. Ouais. Nous, on cherche quand même des fournisseurs qui savent fabriquer des composants importants de notre câblage. Donc, par exemple, le câble lui-même, le connecteur, des puces qui vont permettre de faire du traitement de signal qu'on va assembler dessus, ou d'autres composants. Et nous, ce qu'on va faire, c'est l'intégration, la spécification aussi, et surtout, comme on est capable de faire le test que c'est compatible niveau quantique, on va pouvoir faire du co-développement de procédés. C'est-à-dire que la façon dont c'est fabriqué va impacter la performance quantique à terme. Sauf qu'ils ne le savent pas, et ils ne savent pas le mesurer. Et donc, c'est là que nous, on apporte une vraie valeur. On leur dit, avec nous, on va savoir qu'est-ce qu'il faut optimiser, on sera capable de mesurer qu'est-ce qui ne va pas, et donc on va ensemble développer les composants qui permettent de faire ce câblage. Claire, quand est-ce qu'il sera prêt, ton premier câble? Alors, on se jette à l'eau. Nous, notre but, c'est d'avoir un premier démonstrateur qui fonctionne au premier semestre 2026. Ok, ça va aller vite. Ouais. C'est l'avantage de faire des partenariats, en fait, c'est ça la raison. Et premier démonstrateur, donc c'est potentiellement avec Alice et Bob ou avec quelqu'un d'autre, mais toi, t'as pas toute la chaîne, toi, Alors si, nous, on a ce qu'il faut pour démontrer, okay. Justement. Donc, on est une boîte quantique, et on fait la métrologie quantique qui nous permet justement de démontrer que ça marche comme un système quantique. Okay. Donc ça, c'est un gros avantage aussi par rapport à d'autres entreprises, c'est qu'on n'a pas besoin de dépendre d'un potentiel client pilote ou d'un partenariat académique pour faire des tests qui se font à très très basse fréquence et avec très peu d'informations qui remontent. Nous, on va avoir des machines de tests qui nous permettent justement de démontrer que ça marche toutes les semaines, quoi, en continu. Si je reprends, donc j'ai juste tapé bêtement, comme tu me l'as dit, ordinateur quantique sur Google Images. Ouais. Je prends un ordinateur comme celui-là, je sais pas, enfin les premières photos. Il y en a pour combien de câblage? Alors ça dépend. En gros, pour chaque qubit, on en a pour, de tête, on en a pour 12 000 € aujourd'hui de câblage. Donc on va avoir deux types de câbles, des câbles qui viennent, qu'on appelle les câbles de contrôle. Ils amènent les impulsions de contrôle qui permettent de dire aux qubits quoi faire. Et puis on a des câbles de mesure. Eux, en fait, les qubits émettent des signaux de mesure et il faut les ramener pour les acquérir. C'est des câblages assez différents et qui n'ont pas les mêmes prix. Ouais. Je suis désolé. C'est pas grave. Moi, généralement, dans ma fiche, je demande à mes invités de se mettre en mode avion, et tu vois, je crois que même moi, je ne l'ai pas fait, tu vois. Donc 12 000 € à peu près, ça c'est une moyenne par qubit. Ouais. Et dans un ordinateur quantique, tu disais tout à l'heure qu'il peut y avoir... Du coup, ça fait que si on prend une puce de Google, la puce Willow de Google où il y a 100 qubits, voilà, il y en a pour 1 200 000. Ok.
de câblage. Si on prend le câblage de la puce Osprey de IBM, qui a 430 qubits, il doit y en avoir pour dans les 5 millions. 4 millions 8, ouais, c'est ça. Ouais. Ok, 4 millions 8, 5 millions. Donc oui, tu as quand même un marché adressable qui est potentiellement intéressant. Est-ce que ces ordinateurs, IBM, Google, ça passe un peu à l'échelle? Ils en produisent 2 par an, 10 par an, 100 par an? Ou c'est vraiment toujours très expérimental? Non, pour l'instant, en fait, il y a le marché du quantique commercial, il n'existe pas. Donc ça, c'est une particularité. C'est pas comme l'IA où il y a un marché. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec la puissance, pardon, excuse-moi, Paul, de Google ou d'IBM, ils pourraient, sans le commercialiser, ou même pour faire des tests avec des partenaires, parce que de temps en temps, on va avoir certaines boîtes qui vont dire, je fais un partenariat avec Google, ils vont leur faire 4 ordinateurs quantiques, et puis tu en aurais pour 20 millions ou 30 millions. Ouais. Ce marché-là, moi, je l'appelle le marché de R&D, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui seront des utilisateurs finaux de calcul quantique, par exemple EDF ou Goldman Sachs, et qui se disent « j'ai envie de m'y préparer ». Et donc ce qu'ils achètent, c'est soit de la puissance de calcul sur ces démonstrateurs, soit directement ces démonstrateurs. Et ils se disent « j'ai envie de jouer avec ». C'est des démonstrateurs sur lesquels on peut faire des algorithmes quantiques complètement valides. Juste comme ils font beaucoup d'erreurs, et ben on peut faire que des algorithmes de petite taille. Donc ils sont pas utiles dans le sens où on pourrait le faire avec sa smartwatch aussi. Ouais, c'est un peu comme quand tu testais, fut un temps, je sais pas si tu étais un peu jeune peut-être, mais les premières, t'achetais chez toi les premières imprimantes 3D, elles étaient un peu pourries, elles étaient un peu machin, mais en revanche, elles te permettaient de comprendre que tu pouvais refaire une vis, refaire un machin assez clairement, réparer un truc qui était irréparable avant, quoi. Bah là, c'est encore pire, c'est-à-dire que ça a vraiment aucune utilité. Mais ça permet en fait de se projeter un peu, peut-être. Ouais, exactement, et de se préparer, de pouvoir en fait commencer à faire de l'algorithmie quantique pour ces cas d'usage. Donc voilà, il y a des entreprises qui sont prêtes à dépenser quelques millions, voire quelques dizaines de millions pour s'y préparer et être dans les starting blocks le jour où ils auront des ordinateurs qui peuvent faire très peu d'erreurs et des calculs massifs que là, pour le coup, on peut pas faire même avec un supercalculateur. Et tu remplaces quoi avec tes câbles? Parce que là, ce que je vois sur tout ça, aujourd'hui, c'est quoi? C'est des câbles imparfaits, c'est des câbles qui chauffent ou qui refroidissent, enfin voilà, en fait, on remplace ces câbles-là, donc on les enlève de l'image, on les remplace par les nôtres. Les nôtres seront beaucoup, beaucoup plus denses, mais surtout, comme ils apportent 1000 fois moins de chaleur au sein du cryostat, on peut en mettre 1000 fois plus, littéralement. Donc, sur la photo, on ne verra pas une énorme différence. Il y aura juste 1000 fois plus de câbles beaucoup plus petits, mais ça prendra une place similaire. En revanche, à l'intérieur, ce que ça veut dire, c'est qu'on va pouvoir avoir un processeur quantique qui est juste 1000 fois plus puissant. Et alors, toi, tu connaissais bien Alice et Bob, tu savais qu'il y avait ce problème. Chez les autres, ils ne sont pas en train d'essayer de régler le problème eux-mêmes, de l'intérieur, de faire leurs propres câbles. Si. Tu connais tes concurrents, qu'est-ce qui se passe dans ce marché? Ouais. Justement, donc, tous ceux qui se posent la question de passer à l'échelle, de passer de démonstrateurs à des ordinateurs quantiques avec de plus en plus de qubits, sont confrontés à ça. Donc aujourd'hui, au sein de IBM, Google, Rigetti, IQM, qui se posent ces questions, il y a des équipes dont la taille varie entre 4 et 15 personnes qui sont dédiées à ça. Et ils se posent la question de... C'est vraiment des équipes hardware. Et ils se disent comment est-ce qu'on fait pour faire un gros hardware. Et donc, ils travaillent sur des aspects cryogéniques. Comment est-ce qu'on fait les plus gros cryostats? Ils travaillent sur des aspects d'électronique. Comment est-ce qu'on démultiplie les électroniques de contrôle, les bêtes serveurs, etc. Et sur le câblage. Et évidemment, comme il n'y a pas de solution commerciale satisfaisante aujourd'hui, ils développent en interne. Leur mandat, il est assez clair. C'est de dire, dès qu'il y a une option commerciale qui est meilleure que ce qu'ils font en interne et qui permet en fait d'atteindre leurs objectifs, tant qu'elle n'est pas outrancièrement plus chère que ce qu'ils font en interne, ils passeront dessus. Ouais, donc tu dis finalement, vaut mieux être obsédé par un seul problème et faire que ce problème de câble que eux qui finalement vont avoir pas mal de problèmes différents, quoi. En fait, oui, surtout que eux, le nerf de la guerre, c'est faire un ordinateur quantique qui corrige les erreurs, qui fonctionne bien, et si jamais ils se focalisent sur le câble, ils vont prendre du retard là-dessus. Donc si je prenais un ordinateur un peu normal, ça peut être le cas d'une voiture ou de plein de choses, on a des assembleurs. Dans un ordinateur normal, tu as des puces Intel ou des puces AMD ou des puces de chez nos amis de chez... je cherche... Jensen Huang, Nvidia ou des choses comme ça, pour la vidéo, pour tout ce que tu veux. Et tu as des câbles qui viennent de certains
fournisseurs, certains qui sont très basiques, d'autres qui sont plus compliqués, etc. Toi, tu fais le pari que l'ordinateur quantique qui est aujourd'hui développé en laboratoire par des gens qui font à peu près toutes les pièces, peut-être pas toutes, mais en tout cas une grosse partie, à un moment, ils vont avoir besoin de tes câbles à toi. C'est ça. Et il y en a d'autres qui sont sur le projet? Oui, alors historiquement, il y en a d'autres. Ok. En vrai, il y a une seule entreprise qui a vraiment depuis le début, qui existe depuis 8 ans et qui vraiment depuis le début a cette focalisation de dire je vais faire du câblage pour les ordinateurs quantiques supraconducteurs. Et c'est eux qu'on va venir challenger directement. Et sinon, ensuite, il y a surtout donc il y a des grosses entreprises qui font ça en interne par manque de solutions satisfaisantes pour leurs problèmes. Et enfin, il y a des entreprises du milieu des télécoms qui sont des connecticiens, c'est comme ça qu'on les appelle. Ils font à la base des connecteurs. Donc on dirait pas, mais en fait, il y a des trésors de technologie dans tous les connecteurs qu'on voit. Et alors quand on ouvre un boîtier d'antenne 5G ou qu'on ouvre un boîtier la tête d'un avion de chasse, en fait, la technologie qu'il y a derrière ces connecteurs, elle est absolument hallucinante. Il y a quelques grosses boîtes dans le monde, dont une en France, qui savent très bien faire ça, et ils sentent en fait que le calcul quantique, c'est un potentiel marché porteur pour demain. C'est ce qui va suivre l'IA pour eux. Ils sont très actifs, par exemple, sur les data centers aussi. C'est eux qui fournissent les connecteurs des data centers pour IA. Donc, ils commencent à se pencher sur la question, surtout que c'est eux que les labos viennent voir, puisqu'ils fabriquent en général des connecteurs et le câble qui va avec. Donc ils voient qu'il y a de la demande, ils voient qu'il y a un marché qui vient, et ils savent pas répondre aux problématiques quantiques. Typiquement, c'est avec eux, avec des gens comme ça, qu'on vient faire des partenariats. Pardon, je pose une question provoque, mais c'est ce que j'aime aussi chez les entrepreneurs, etc. Mais c'est pas un peu prétentieux de débarquer sur un marché où t'as déjà un concurrent qui bosse depuis 8 ans et toi tu te dis, nous, moi avec mes potes, on va faire mieux? Alors, je sais qu'il y a toute une classe d'entrepreneurs qui aiment bien cette arrogance de dire on arrive et on va tout démonter. Évidemment qu'il en faut, parce qu'il faut croire en ce qu'on fait. Après, je pense que déjà, quand il n'y a qu'une seule entreprise, il faut forcément un concurrent. Même sans prétention, déjà, il faut un concurrent. Puis, en fait, sans chercher à savoir s'il y a quelqu'un d'installé ou pas, moi, la manière dont je raisonne, c'est est-ce qu'il y a un problème ou pas? Et le problème, il est hyper clair. Il n'y a pas aujourd'hui de solution de câblage qui permette de passer à l'échelle. Et ce que j'ai vu quand j'étais chez Alice et Bob, c'est que j'ai entrevu une solution. Donc je me suis dit, let's go, on quitte Alice et Bob et on va se mettre à 100% pour implémenter cette solution et résoudre ce problème. Et ça aurait pu être une solution justement que tu aurais pu proposer à solutionner en interne chez Alice et Bob, ou ça n'a jamais été vraiment leur délire Oui, et en fait on serait retrouvé, je pense, exactement comme l'équipe interne de Google et IBM, c'est-à-dire oui c'est important, j'aurais eu ma petite équipe qui travaille sur le sujet, on l'aurait développé en interne, on serait posé les questions de le garder pour nous ou de le commercialiser. Et en fait, se pose quand même plusieurs problèmes. C'est que c'est pas la priorité d'Alice et Bob. C'est pas son métier de fabriquer des câbles. Donc ça aura toujours été une seconde priorité. C'est comme c'est pas la priorité de Stellantis de fabriquer des clignotants, quoi. Voilà. Et je pense qu'il y a deux choses. C'est que, on est en train de combiner des risques. C'est-à-dire que si jamais ce que je fais marche pas, Alice et Bob aurait investi énormément et ça aurait pas marché. Déception. Et peut-être parce qu'ils auraient pas ils y auraient pas assez cru. Alors finalement, l'aventure entrepreneuriale, moi, ça me permet de vraiment aller à fond sur le sujet. Et puis, si ça marche pas, Alice et Bob, ils n'ont pas de regrets. Et si ça marche, ils ont un super fournisseur. Ouais, qui les connaît bien. Et ok. Bon, ça leur coûtera peut-être plus cher en câble à un moment, mais peut-être pas forcément tant que ça. Comme d'habitude, non. Ouais. En total cost of ownership, ça leur coûtera probablement beaucoup moins. Très clair. C'était quand ce moment où tu as réalisé que tu avais peut-être une solution? Alors, au risque de passer pour un lent, c'était donc en 2024. Ok, ouais, il y a un an. Ouais, exactement. C'était il y a un an, pendant le printemps 2024. Là, c'est là que j'ai commencé à bien entrevoir le problème et le fait qu'il y avait peut-être des solutions. Thomas, je crois, chez OVNI, est un des premiers que tu as rencontré, un investisseur? Alors, exactement. En fait, c'est la première personne à qui j'ai parlé de mes états d'âme. Comment, quoi? Tu peux me raconter? Donc moi, au début, j'étais dans mon métier technico-stratégique, de faire ma feuille de route technologique pour Alice et Bob, et je voyais donc cette problématique, et j'entrevoyais des morceaux de solutions. J'en avais parlé au sein d'Alice et Bob, et j'avais tout de suite senti que
ouais, c'était une idée très intéressante, mais que ce serait jamais la priorité. On n'a pas que ça à faire, chérie. C'est-à-dire que ce qu'on m'a dit, c'est génial, il faut publier ça. Mm. Ça donnera un super élan pour les circuits supraconducteurs. Et non pas, c'est génial, il faut qu'on fasse ça en interne. Donc ça, je l'avais senti. Et puis je voyais que ça ferait un super projet entrepreneurial. Je voyais une sorte d'alignement des planètes. J'ai toujours été sensible à l'entrepreneuriat. Et je me posais quand même la question de savoir, est-ce que c'est un vrai projet d'entreprise ou est-ce que c'est des idées techniques? Donc ça me travaillait. Et en fait, j'ai un ami à qui j'en ai parlé à une soirée qui m'a dit, parle à cet investisseur, c'est un gars que je connais bien, il est hyper sympa, il a de bons conseils. Et donc je suis tombé sur Thomas, et qui m'a super bien accueilli. C'est-à-dire que ce que je lui ai présenté, c'était vraiment des états d'âme de chercheur, en fait. Hein. Et il m'a surtout posé des questions, il m'a fait me poser des questions. Il m'a aussi fait rencontrer d'autres gens qui me faisaient réfléchir sur concrètement qu'est-ce que je dois aller chercher, quel est le marché, quel est le timing, comment je me lance, qu'est-ce qui est intéressant en termes d'IP. Et en fait, très rapidement, en quelques mois, je me suis fait ma conviction que oui, il fallait y aller. Et puis là, ensuite, j'ai dit à Alice et Bob, écoutez les gars, au revoir. Ce fut beau, mais je me lance dans mon aventure. Bravo. Quand tu as un passé d'ingénieur comme le tien, quelle barrière tu vois à te lancer comme ça? Est-ce que tu te dis pas, mais non, mais moi, le business, en fait, je connais pas vraiment. Enfin, tu vois, t'es pas un rat de laboratoire, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu ce côté, je vais sortir dans le monde. C'est pas un peu effrayant, vertigineux? Oui, au début quand on se pose la question, et ensuite une fois qu'on est dans le flow, pas du tout. C'est un peu comme au théâtre, avant d'aller sur scène, on a très peur, puis une fois qu'on y est, ça se déroule tout seul. En fait, souvent on a peur de pas être à notre place, surtout quand on prend un poste de CEO par exemple, quand on a un background technique, on se dit, moi je serais plutôt le CTO. Mais quand on est sur des sujets qui sont techniques et que nos clients, c'est les gens qui sont extrêmement techniques. En fait, ce que je voyais, c'est que mes futurs clients ont exactement le même profil que moi chez Alice et Bob. J'étais celui qui achetait les câbles. Bien sûr. Si tu leur mets C'est un eux vieux l'audience. gros commercial... Et en fait, oui. c'est à eux que je dois vendre. Et enfin, leur vendre, c'est un peu vendre mes résultats techniques. Et ça, je sais faire. Je comprends. Et puis ensuite, je sais pas, je me suis découvert que j'aime bien vulgariser et expliquer en termes plus simples ce qu'on fait est plus percutant. Et finalement, en fait, le rôle match bien. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait, la technicité, la bonne compréhension de la technique et la capacité à le vulgariser, c'est énorme pour réussir à faire des ventes, convaincre ses clients que c'est intéressant et attirer du monde derrière soi. Et donc, dans ce type d'entreprise, en fait, non seulement on n'est pas un imposteur quand on est la personne technique, mais parfois on est vraiment la personne qu'il faut. Et ça, on le ressent ensuite quand on est dedans. Non, c'est sûr que je pense que il y a parfois, alors, et je pense que c'est dans des métiers probablement plus grand public que ça, une problématique je l'ai rencontré avec, moi je suis dans des métiers techniques depuis très longtemps, mais je viens pas du technique, j'ai pas ce background d'ingénieur. J'ai rencontré une prétention d'ingénieur qui pensait que le sales et tout ça c'était quelque chose d'hyper simple, mais c'est plutôt dès que tu vas dans des métiers notamment, je sais pas, si tu prends des univers comme dans les GAFA, beaucoup d'univers où tu as de la pub. La pub, c'est pas si simple que ça. Et il y a de l'humain, il y a des gens à convaincre, il y a des grosses marques, il y a des gros deals et des choses comme ça. Et en fait, tout n'est pas technique. Et par moment, j'avais eu cette discussion avec un ancien grand patron de presse, Xavier Gouillet-Beauchamp, qui était l'ancien patron de France Télévisions, et qui me disait, oui, beaucoup d'ingénieurs ont l'impression que tout est réglable, est un problème f de x égale à x plus b, quoi, c'est ça. Et donc, non, en fait, c'est pas si simple. Mais dans certains métiers, je pense qu'en effet, à l'inverse, si tu débarques et que tu ne comprends que dalle, moi, si je commençais à essayer d'aller vendre à tes clients ce que tu fais, il va me falloir quelques années avant d'être au niveau, j'imagine, quoi. En fait, je pense que tout dépend de qui est ton audience. Exactement. Moi, mon audience, c'est une audience de gens très techniques, et s'ils n'ont pas... je connais leur code, en fait. Ouais, tu dois être à niveau. Très clair. T'as combien de clients potentiels, tu crois? 6, 7, 8 pour l'instant? Non, des clients potentiels, il y en a plus. Tout dépend de si on parle des entreprises ou si on parle aussi des laboratoires.
Donc, encore une fois, les clients potentiels aujourd'hui, il y en a peu parce il y a que de la R&D. On fait que de la R&D avec des ordi quantiques. Le pari, c'est de dire, avec ce qu'on démontre, c'est ça qui va débloquer le passage d'un marché de R&D à un marché commercial. Et là, le nombre de clients va pas forcément beaucoup augmenter. Par contre, les volumes, eux, vont prendre 3 à 4 ordres de grandeur. Sans faire de promo, c'est pas mon idée, mais juste pour comprendre comment c'est passé avec Thomas, justement, il y a un an, donc de chez OVNI. Comment ça s'est transformé en quelques semaines, en quelques mois vos échanges, est-ce que ça t'a aidé ou comment ça s'est transformé en idée concrète et comment ça s'est transformé en investissement d'OVNI? Bah alors, pour la dernière partie, Thomas répondra mieux que moi. Ok. Moi, je vais retranscrire ses mots, Ouais. ce qu'il m'a dit. Mais en fait, Thomas, juste de temps en temps, il redemandait un peu des nouvelles. Et ce qu'il voyait, c'est que nous, on progressait vachement sur l'idée, puis la pré-implémentation. Donc, concrètement, nous, on voulait évaluer la faisabilité en faisant des mini-preuves de concept, trouver des partenariats, enfin, trouver en fait s'il y avait des gens qui seraient prêts à nous suivre, trouver aussi, faire le business plan, savoir où serait l'infrastructure, enfin, tout préparer. Préparer aussi quelle serait l'équipe, quelles sont les choses qu'on voudrait mesurer. Et puis, nous, il nous a vus à peu près tous les 2-3 mois. Okay. Et ce qu'il a vu se développer, c'est déjà, au début, j'étais tout seul. Puis ensuite, il y a Théodore qui est arrivé, mon cofondateur. Puis ensuite, on avait un vrai budget, un vrai plan d'exécution. Puis ensuite, on commençait à mettre en place toutes les bases pour ça. Et on était prêt à partir. Donc, je crois qu'il a vu ça. Et puis, il a été très, très respectueux du timing qu'on s'est donné. C'est-à-dire, on a dit, nous, on veut commencer notre roadshow à telle date. Et on veut voir... on va faire un roadshow comme on nous l'a conseillé, c'est-à-dire en voyant plusieurs investisseurs en même temps. Il était très respectueux. Et en même temps, dès qu'on a dit telle date, en fait, il s'était déjà fait sa conviction. Il nous avait déjà présenté aussi à Augustin, Arnaud. Donc, c'est là qu'ils nous ont proposé... les avoir à la cap table. Nous, pourquoi est-ce que... d'investir chez Isentronic. Et en fait, à la fin, comment on choisit ces investisseurs? Au début, moi, je croyais qu'il fallait faire monter la valorisation. Puis ensuite, je me suis rendu compte que c'est pas forcément le plus important. Non, ça peut te retomber dessus aussi un jour, ouais. Oui, exactement. Ça peut te retomber dessus après. Qu'en plus, nous, ce serait pas forcément c'était pas là la problématique. Et donc, on a composé, en fait, avec parmi les investisseurs qui voulaient de nous, on a pris ceux avec qui on s'entendait le mieux. Et forcément, quand on a quelqu'un qui en fait nous a aidé à former le projet depuis le début et que y a un vrai fit humain et avec Arnaud et avec Augustin, c'était très simple, quoi. On savait qu'on avait envie de travailler avec eux. C'est intéressant parce que ce que tu dis, c'est souvent un peu... tu sais, moi, je regardais ce discours un peu suspicieux quand tu disais, d'un point de vue entrepreneur, parce que moi je suis dans un fonds et investisseur, alors investisseur depuis quelques années, dans un fonds depuis un an finalement, avec la création d'OVNI, un peu plus d'un an. Et je regardais un peu ce discours de manière, non, c'est pas la valo qui compte, mets-toi avec les investisseurs que tu kiffes le plus et avec qui tu t'entends le mieux, qui te comprennent. Je me dis, ça c'est vraiment du discours d'investisseur, tu sais, j'étais très méfiant de ce truc-là. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que l'expérience me l'a prouvé par A plus B, quoi. Si tu prends celui forcément qui a la valo qui te donne la valo la plus élevée, etc., il va se baquer sur plein de choses. Tu vas avoir une term sheet, enfin un pacte qui est vraiment pas à ton avantage. Et en fait, souvent, ça te tombe vraiment dessus. Ouais, c'est intéressant. Oui, puis il y a aussi la philosophie de comment on pilote l'entreprise, la confiance qu'on donne. La relation de confiance qu'on donne aux fondateurs, que les fondateurs ont envers les investisseurs. À la fin, en fait, on travaille sur des sujets qui sont très stressants, stratégiques, opérationnels, au jour le jour avec ces investisseurs. Et quand on a des gens de confiance et avec qui on aime bien passer du temps, c'est quand même beaucoup mieux, quoi. Qui peuvent t'aider si besoin. Si tu les sonnes, c'est intéressant. Très clair. Donc ça, tu pourrais me dire en combien de temps ça s'est fait entre la première rencontre et l'argent sur le compte? Je sais pas si je peux le dire. Ah oui, si, je pense. Ça a pris la première fois que j'ai rencontré Thomas, donc c'était en 2024, et c'est à peu près un an. Ok, super intéressant. Écoute, très intéressant. Tes grandes prochaines milestones, c'est quoi, Paul? Tu penses? Qu'est-ce que tu attends avec impatience? Là, c'est ton labo en janvier? Ouais, donc nous, on a milestone, c'est de pouvoir commencer les développements effectifs du produit dès janvier.
Ça, c'est la milestone numéro 1. On a toute notre vague de premiers employés qui sont en train d'arriver. Donc, bon, la milestone, en quelque sorte, de les recruter est déjà faite, mais il va y avoir la milestone de les intégrer. Et pour l'instant, moi, tout le savoir de l'entreprise, il est en moi. Ok. Combien de Et personnes? donc, la milestone, c'est de s'assurer que ce soit plus moi. C'est bien, c'est bien. Combien de personnes quand? On va être 8 à la fin de l'année. 8 à la fin de l'année. Ouais. Extra, c'est vraiment super excitant là-dessus. Il va falloir que tu relèves. Là, c'était 7,5 millions en octobre 2025. Tu te projettes déjà dans un second tour, une grosse levée ou... Oui. Ok. Après, il va falloir, c'est je fais le choix Hmm. de faire ça. Je pense que c'est le genre d'entreprise où on va faire un produit rapidement et faire du revenu. Et on pourrait la jouer pépère en mode bootstrap. On trouve des financements pour nous aider des financements publics pour nous aider à se lancer. Et puis ensuite, on vend des petites pièces, etc. Nous, le pari, c'est que ça va aller très vite. Et que surtout, il faut développer le meilleur produit le plus vite possible pour vraiment prendre le marché. Donc nous, on a cette ambition réellement de devenir absolument incontournable dans la fabrication d'ordinateurs quantiques. Donc pour ça, on va aller vite. Et donc notre objectif, c'est un objectif de levée successive pour être de plus en plus ambitieux. Et c'est une boîte qui peut faire combien de chiffre d'affaires? Alors, nous, on estime le marché à 2040 sur le hardware de l'ordinateur quantique à environ 80-100 milliards par an. Ok, waouh. Et en fait, quand on regarde la structure de coûts, le câblage, ça va représenter 50 à 60% de ces coûts-là. Wow. Donc en termes de chiffre d'affaires, rien que le marché du câblage, ça représente dans les 50-60 milliards par an. Voilà. Donc si jamais nous, l'intérêt, c'est débloquer ce marché, numéro 1, parce que pour l'instant, c'est 200 millions à tout casser. Donc déjà, le débloquer. Et 2, être l'acteur incontournable, l'acteur numéro 1 de ce marché-là. Donc l'ambition, c'est des dizaines de milliards de revenus. Si tu te projettes comme ça, tu dis prochaine levée quand? 2027. 2027, quel montant t'aimerais dans l'idéal? Dans les 15 millions, 15-20 Ok. millions. Très bien, ceux qui nous écoutent, hein, vous pouvez commencer à faire la queue, comme l'a fait comme l'a fait Thomas il y a quelques temps. Ça va être bientôt le moment, mais toi, tu vas être concentré sur d'autres choses, je pense, pendant les quelques prochains mois. C'est super, à chaque fois, ça me vrille le cerveau de voir tout ça. Ce qui est très compliqué pour nous, comme un des mortels, c'est de comprendre exactement ce que ça va faire, c'est de voir un peu... Tu vois, j'ai notamment toute la relation entre l'intelligence artificielle et le quantique, qui n'est pas toujours évidente. Parfois, souvent, on me dit ça n'a rien à voir, et voilà. Sachant qu'on te dit souvent quand même l'intelligence artificielle va régler beaucoup de problèmes scientifiques, donc pourquoi le quantique serait isolé dans tout ça? Je suis pas sûr. Je sais pas si c'est des choses que vous regardez de très près. Alors, c'est les choses qu'on regarde de très loin. Ouais, ok. Tout simplement, c'est des sujets qui techniquement sont extrêmement complexes, sur lesquels il y a de la controverse scientifique. Donc, il n'y a pas de consensus scientifique établi sur la complémentarité ou le chevauchement entre IA et calcul quantique. Après, donc moi, je lis quelques-uns de ces articles, malgré tout. Ce qui a l'air quand même de ressortir, c'est qu'en effet, l'IA règle aujourd'hui énormément de problèmes qu'on pensait réservés au quantique avant, comme par exemple faire simuler comment les protéines se replient. Ça, c'est des avancées qui ont été extraordinaires ces 5 dernières années. Ça, typiquement, la simulation de molécules complexes, on dit il n'y a que le quantique. La manière dont dont les gens entrevoient que ça va se complémentariser, c'est que l'IA est très très bonne pour interpoler à partir de données qui sont déjà existantes, mais pour extrapoler en dehors du domaine des connaissances, en général, c'est là qu'elle se met à halluciner le plus possible. La simulation quantique, c'est quelque chose d'exact. Ce qu'on simule, c'est vraiment la nature. Donc on peut simuler ce qu'on veut. Et finalement, qu'est-ce que ça ferait? Ça ferait un générateur de données exactes qui certes coûte un peu cher, mais sur lequel l'IA va pouvoir interpoler sur un espace plus large. Donc typiquement, on pourrait voir... C'est très spéculatif ce que je donne. C'est basé sur quelques articles scientifiques qui se contredisent les uns les autres. Mais voilà une façon dont on pourrait le voir. Une autre façon dont on pourrait le voir aussi, donc là pareil, c'est assez controversé, c'est tout simplement faire de l'inférence et de l'entraînement de modèles de manière plus efficace avec des ordinateurs quantiques. Pareil, ça est très controversé. Il y a des gens qui disent que c'est complètement impossible. Il y a des articles qui sortent et qui disent, notamment de chez Google, qui disent non, ils voient déjà un avantage sur des démonstrateurs.
Et en fait, on va voir comment se développe l'algorithmie quantique et l'IA. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. Petite dernière question. On a l'impression d'être complètement largué dans beaucoup d'espaces technologiques, en particulier dans l'IA, entre la Chine et les États-Unis, en Europe. Toi qui es dans le monde du quantique depuis quelques années, est-ce que là-dessus on est dans les clous? Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on est largué? Ouais. Bah déjà, sur l'IA, je pense que d'un point de vue commercial, on est à la traîne. Par contre, d'un point de vue technique et technologique, on tient bon la barre quand même. Ouais. Enfin, je veux dire, oui, on peut estimer qu'il y a un peu de retard, mais je sais pas, quand je vois les qualités des modèles de Mistral, en tout cas pour le commun des mortels, moi je fais plus de différence. Ok. Donc je trouve que niveau technologique, Que c'est tu utilises absolument comment? incroyable. Sur le chat ou sur d'autres choses? Tu les branches Ouais, bah, j'utilise Dust, moi. Ok, ouais. Très bien. Voilà. Ouais, du coup, je peux utiliser ce que je veux. De temps en temps, j'utilise un petit peu de tout. Ok. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui font ça, chacun sa sauce. Pour le quantique, ouais, bah, clairement, on est sur l'Europe a la chance d'être très en avance, d'être vraiment pionnière sur le domaine d'un point de vue scientifique. Et en fait, on a le même risque que sur tous les autres domaines où on était pionnier technologiquement et on risque d'être en retard commercialement. Là, on a quand même une chance supplémentaire. C'est que c'est vraiment l'espace où il y a le plus de startups, de loin. Avec l'Asie aussi, mais en fait, aux États-Unis, il n'y en a pas tant que ça. Parce que les savoir-faire en quantique sont un peu phagocytés par justement les grands groupes comme Google, IBM, Amazon. Donc en fait, il y a une richesse de startups et de thèses beaucoup plus forte en Europe. Ça, c'est une vraie richesse. Et ensuite, bah, comme d'habitude, il y a un vrai risque de manque de capital et en fait de perte de la course commerciale à cause de ce manque de capitaux. Bon, écoute, pour l'instant, on est là avec les capitaux. On va voir jusqu'où on réussit à t'emmener. C'est quelque chose qui évolue. Je pense que la dernière levée de Mistral, levée à plus d'1 milliard, 100% européenne, c'est un super signal très très encourageant. Il faut juste que ça continue dans ce sens-là. Paul, merci beaucoup. On peut te suivre sur LinkedIn, Paul Magnard, Magnard. C'est ça. Tu publies un peu, vous avez une newsletter, vous avez des choses, on peut suivre un peu ton actualité ou... On a fait une press release. J'ai quelques projets de blog d'écriture, mais on va se confronter à la dure réalité de la priorisation des sujets. Très clair. Donc, Et si je veux suivre un peu de manière vulgarisée le quantique et ce qui se passe dans ces univers, tu as des endroits à me recommander? Il y en a beaucoup et je les lis pas parce que j'en ai pas besoin, donc je suis un mauvais conseil. Ok. De tête, en France, il y a quand même Olivier Ezrati qui fait des podcasts et qui publie en fait un livre qui est libre d'accès sur Internet qui va dans le détail de l'ordinateur quantique. Je vais faire la pub d'Alice et Bob aussi. Alice et Bob fait des blogs de vulgarisation qui sont extrêmement bons. Trop bien. Je recommande la roadmap d'Alice et Bob qui d'abord fait tout un historique du calcul quantique qui est absolument magnifique avec des illustrations qui simplifient et qui sont factuellement justes. Très très bonnes. Après, j'ai pas trop d'autres références parce que je suis pas un grand lecteur de ça. Merci Paul. On te suit partout. Je suis impatient d'avoir la suite. J'aimerais bien. Il sera où votre petit labo? Donc on va à X Campus. Ok. Donc X Campus, c'est un campus industriel qui est en cours de rénovation depuis 3 ans pour accueillir plein de boîtes dans la photonique, la microélectronique et le quantique. C'est à Saclay ou c'est Et c'est à Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye, ok, très bien. J'espère que j'aurai la chance de visiter ça. Ouais, sûrement. Avec grand plaisir. Merci Paul Magnard. Merci, on te suit un peu partout sur LinkedIn et puis on va suivre l'aventure d'Isentronic avec, j'aurai appris à le prononcer au cours de cet épisode, de près. Merci beaucoup. À plus. Salut tout le monde.